Si tu es élève en secondaire ou étudiant en supérieur, c'est le moment de penser à ton succès. Si tu veux en savoir plus, reste avec moi et on se retrouve juste après ça. Merci d'être resté. Je suis Michael Hoffman, psychopédagogue et enseignant depuis 20 ans. Et je serai, si tu le veux, ton coach. Comme je te l'ai dit, c'est le moment de penser au succès. Mais entre la réussite et toi se dressent encore 4 obstacles qu'il nous faut lever. Je vais te présenter rapidement ces obstacles et puis par la suite nous aurons l'occasion de les creuser un peu davantage. Le premier obstacle qui se dresse devant toi, c'est celui de conditions matérielles ou psychologiques qui pourraient être difficiles et empêcher tes apprentissages. Le deuxième obstacle, c'est celui de la confiance en soi. On se dit parfois qu'on n'est pas capable de faire les choses. Le troisième obstacle, c'est une sorte d'incompatibilité entre ton mode de raisonnement et le fonctionnement scolaire. Et le quatrième obstacle, c'est celui du sentiment de ne pas toujours comprendre la matière dans un cours ou dans plusieurs cours. Il est temps maintenant d'aborder chacun de ces obstacles plus en profondeur. Le premier obstacle est celui des conditions matérielles ou psychologiques difficiles. Commençons par parler des conditions matérielles. Si tu te trouves dans une situation d'incertitude financière, de problèmes de logement, de difficulté d'avoir une alimentation saine ou de problèmes familiaux, eh bien, il faut reconnaître que les études vont passer au second plan. Le problème, c'est que les études, avec l'obtention de savoir, de compétences et de diplômes, est une des solutions pour sortir des situations difficiles dans lesquelles tu pourrais vivre. Alors comment faire? Il faudrait trouver une personne qui serait capable d'être à ton écoute, sans jugement et sans proposition trop rapide de solutions toutes faites qui ne te correspondraient pas forcément. Une personne qui puisse simplement t'entendre et faire éclater à tes yeux toute la richesse que tu as en toi. Parce qu'en effet, vivre des situations difficiles, c'est développer une forme de courage et d'abnégation qui seront très utiles lors des apprentissages. Tu deviendras vraiment conscient de toute la force que tu as en toi et tu pourras te battre sur les deux plans, continuer ta vie qui n'est pas forcément facile et avoir le courage d'affronter tes apprentissages et surtout de demander de l'aide aux personnes de bonne volonté. Parlons maintenant des difficultés d'ordre psychologique. Il t'est déjà arrivé, lorsque tu dois te mettre au travail, de faire face à une sorte de mur d'énergie négative qui t'empêche, même s'il est invisible, de faire ce que tu as à faire. Pour pouvoir définir ce que sont ces sentiments, ces émotions négatives, et pour pouvoir les mettre de côté, je te propose, parmi tout un éventail, 2 techniques. Ces 2 techniques ont en commun justement de percevoir, d'identifier ces émotions négatives et de les mettre à distance pour quand même faire le travail que l'on doit faire. La première technique est celle de la construction d'une carte de ton milieu de vie. Cela se fait très simplement, il suffit de prendre une feuille de papier et un crayon. Au milieu de la feuille, tu écriras ton prénom et autour de toi, tu placeras les noms des personnes que tu penses qu'ils ont une influence sur ta vie, les lieux et les événements. Ça peut être des choses du passé, du présent ou du futur. Une fois que tout sera placé, tu pourras établir entre ces différents éléments, ces différentes personnes, des liens sous forme de traits légendés ou de flèches. Tu verras qu'à la longue, à force de construire cette carte, apparaîtront des influences lointaines et indirectes qui agissent sur toi.
Tu seras capable de les identifier et d'avoir une idée de la manière avec laquelle elles agissent sur ta vie, ce qui est déjà une très bonne chose. La deuxième technique est celle de la méditation. Je ne parle pas ici de méditation religieuse, mais de méditation appliquée au monde moderne. Il s'agit d'un ensemble de techniques que tu peux apprendre facilement et qui permettent de mettre l'entièreté de ta personne dans un état où elle pourra identifier les émotions et les énergies négatives et les mettre à distance. Je ne dis pas qu'au bout d'une seule séance, tu seras capable de lever tous les obstacles, de mettre toutes les énergies au loin, mais c'est davantage au fil des méditations que ton inconscient deviendra de plus en plus capable de mettre tout le négatif à distance. En plus, c'est très amusant de faire ce genre d'activité. Passons maintenant au deuxième obstacle, celui du manque de confiance en soi. Très souvent, comme tout le monde, tu as pu te dire ah, ce genre de choses-là, je ne pourrais pas le faire, ce n'est pas pour moi. Bon, alors il faut bien reconnaître que on ne peut pas tout faire. Si je prends comme exemple quelqu'un qui a des problèmes de vue, on imaginera bien qu'il ne pourra pas entamer une formation de pilote de chasse. Ceci dit, pour l'ensemble des capacités intellectuelles et des compétences manuelles, nous avons tous le potentiel d'entreprendre un nombre d'activités beaucoup plus important que ce que l'on croirait. Tu pourrais te dire que finalement ce n'est pas si grave de ne pas savoir tout faire tant qu'on a trouvé sa voie. À ce propos, je voudrais te dire deux choses. J'aimerais que tu te poses la question suivante. Si j'avais eu l'opportunité de voir et de faire d'autres choses, est-ce que ce que je considère comme étant ma voie, je le verrais avec toujours autant d'importance ou d'exclusivité? Si, par exemple, je suis persuadé que je suis fait pour les études pharmaceutiques, est-ce que ce serait encore le cas si j'avais pu découvrir et entreprendre une formation d'astronaute? On ne sait pas. Il y a aussi autre chose à laquelle je t'invite à penser maintenant. C'est plus subtil et peut-être même un peu plus pervers, on va dire. C'est l'idée que nous avons tous vécu des situations d'échec, et toi aussi, je pense. Tu as choisi une voie que tu n'as pas pu continuer et tu t'es naturellement orienté vers autre chose en portant en toi la frustration de l'échec. Et la frustration, c'est quelque chose que l'esprit supporte difficilement. Pour la réduire, il a deux possibilités, l'esprit. Il peut soit se battre pour atteindre les objectifs qu'il s'était fixés, ou alors revoir ses ambitions à la baisse. J'espère que tu ne revois pas tes ambitions à la baisse, il faut que tu aies conscience que ce phénomène existe. Il faut aussi se poser la question de la liberté. La liberté, ce n'est pas l'apparence du bonheur parce qu'on a l'impression d'avoir choisi sa voie, mais c'est bien plus de disposer de l'éventail le plus large possible de choix d'une vie que l'on estime digne d'être vécue. Si tu t'orientes trop tôt dans une carrière, une option ou une filière, ce panorama se réduit forcément et ta liberté se réduit avec. C'est pour cette raison que je te demande de rester ouvert le plus longtemps possible à toutes les opportunités qui se présentent à toi et de ne pas prendre pour argent comptant toutes les paroles de ceux qui voudraient t'enfermer dans une case. Le troisième obstacle que je voudrais évoquer avec toi est celui de l'incompatibilité qui pourrait exister entre ton mode de raisonnement et le système scolaire. Je vais commencer par dire quelque chose qui n'est pas habituel, mais pour réussir à l'école, il faut voir le système scolaire comme une machine à produire des diplômes. Je ne dis pas que l'école se limite à ça, elle est un lieu de vie, un lieu de rencontre où on apprend beaucoup des autres, on découvre de nombreux aspects culturels. Mais sur le long terme, pour ta vie à toi, c'est bien une fabrique de diplômes. Pour pouvoir utiliser au mieux, à son avantage, cette fabrique, il faut deux choses. La première,
il faut qu'on connaisse les règles sur lesquelles fonctionne cette machine. Et deuxièmement, il faut que l'on puisse prendre distance par rapport à ces règles. Je vais te parler de ces deux points maintenant. Comme tu as certainement pu le constater, l'école fonctionne sur des règles qui sont un peu étranges et qui n'appartiennent qu'à elle. Elle s'inspire parfois de règles du monde extérieur, comme la justice, un mauvais comportement est assorti d'une sanction, et d'autres règles qui lui sont tout à fait propres. On a assigné à l'école comme objectif de travailler sur un grand nombre d'élèves, de les faire arriver plus ou moins au même résultat et plus ou moins au même moment. Ça ressemble un peu au travail d'une usine euh, qui produit de nombreux exemplaires de la même chose au même moment. Et tu verras que le modèle de l'usine n'est pas si éloigné du modèle de l'école. Je te laisse en juger. Quand on y regarde, on s'aperçoit que l'école considère les élèves tous comme les mêmes, tous comme semblables. On sait bien qu'il existe des décrets, des lois, des propositions qui invitent ou qui obligent même les enseignants à considérer chaque élève comme individuel, mais au quotidien, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc le premier élément, c'est que tous les élèves sont considérés comme semblables, on va dire dans 90% des cas. La deuxième chose qui vient des usines, c'est le découpage de l'espace et le découpage du temps. L'école est extrêmement découpée en espaces. Il y a l'espace pour s'amuser, il y a l'espace pour travailler, il y a l'espace pour transiter, il y a l'espace pour manger. Nous sommes tous répartis dans des classes bien fermées, bien séparées les unes des autres. Il y a le découpage du temps, comme tu le sais, en discipline, 1 heure de chimie, 1 heure de maths, etc. Le temps de midi, le temps des récréations, tout est fort découpé. L'école fonctionne aussi sur des processus qui sont toujours les mêmes. Même si le numérique est entré dans le système scolaire, il faut bien reconnaître que c'est toujours l'écrit qui est employé majoritairement. Alors, si l'écrit ne te correspond pas vraiment, c'est un problème. Comme je l'ai dit, l'école considère tout le monde comme étant semblable. L'école aussi a besoin, en tant qu'entreprise, disons, en tant qu'usine, que toutes les étapes du processus ne soient pas rediscutées sans fin. Il faut donc qu'il y ait une sorte d'intégration tacite. Donc tacite, ça veut dire qu'on ne le dit pas, mais on l'intègre des lois du fonctionnement de l'école. Il y a quelque chose que moi j'appelle paradoxal. Paradoxal, ça signifie que ça ne correspond pas bien, ça n'est pas en harmonie avec le reste, il y a quelque chose qui détonne un peu. Ce qui est paradoxal, c'est que on est tous considérés comme un ensemble, mais tu portes tout seul la responsabilité de tes apprentissages. Et parfois, ce n'est pas très facile. Voilà, j'espère que tu te rends compte à quel point les règles scolaires sont très particulières. Et avant de pouvoir jouer avec, avant de pouvoir s'en servir, il fallait les connaître. Bien entendu, plus tard, toi et moi, nous pourrons creuser la question, développer tout ça plus avant. Maintenant que tu as une idée des règles de fonctionnement de l'école, je vais t'inviter à essayer de prendre distance par rapport à ces règles. Tu le constates, on exagère souvent l'importance de la vision que donne de nous-mêmes l'école pour trouver notre propre valeur. Il y a dans la vie bien plus d'éléments que l'on peut regarder et qui nous renseignent sur ce que nous sommes. Je vais prendre un exemple classique, c'est celui de la note. Imaginons, cours de géographie, tu reçois des points 8 sur 20, ce qui n'est pas fameux. Ce que je vais essayer de démontrer avec toi, c'est que cette note ne dit absolument rien sur ce que tu es, sur ta valeur, aussi bien en tant qu'être humain, mais surtout ici comme euh, porteur de compétences intellectuelles. Imaginons que tu n'as pas suffisamment travaillé. Alors, je ne dis pas que c'est bien de ne pas travailler ou que c'est excusable.
bien que, comme on l'a vu précédemment, il y a des éléments dans ta vie qui peuvent t'empêcher de travailler correctement. Mais le problème n'est pas ici de savoir pour quelle raison tu n'as pas travaillé. Bon, tu n'as pas œuvré suffisamment, tu ne t'es pas préparé suffisamment, et qu'est-ce que l'on pourrait dire? On pourrait dire que si tu avais travaillé davantage, bah, tu aurais eu de meilleurs points. Ça signifie que ce ne sont pas tes compétences intellectuelles qui sont remises ici en cause. Tu les as, les compétences intellectuelles, ou on peut imaginer que tu les as, puisque la note ne dit rien à propos de ça. On peut aussi imaginer que tu n'as pas bien compris les questions. On croit souvent qu'il suffit qu'un enseignant écrive et qu'un élève lise pour qu'on se soit compris. Mais dans la vie de tous les jours, tu peux constater que ce que A va dire à B ne sera pas toujours compris de la même manière par les deux. Il y a souvent des ambiguïtés. Si tu avais eu l'occasion de discuter avec l'enseignant, d'être certain que vous étiez sur la même longueur d'onde tous les deux, peut-être tu aurais eu une meilleure note. Donc tu vois qu'on ne remet pas ici en cause ta valeur intellectuelle. On peut aussi imaginer que tu n'avais pas bien compris les concepts sur lesquels tu as été interrogé. Ici aussi, ça ne veut pas dire que tu es nul d'un point de vue intellectuel. Si ça se trouve, la manière avec laquelle le cours a été donné, c'était une manière qui ne te correspondait pas, et donc tu n'as pas pu acquérir les connaissances et les compétences nécessaires. Je voudrais, pour terminer cet exemple, dire que les professeurs, quand ils font une évaluation, ont déjà des attentes préalables et regardent dans tes réponses les éléments qui correspondent à ces attentes. Alors si tu fais preuve d'un raisonnement qui est original, il passera la plupart du temps inaperçu. J'espère t'avoir bien fait comprendre que l'école, avec les notes qu'elle donne, ne renseigne absolument pas sur ta valeur en tant qu'individu, sur ta valeur en tant que porteur de compétences intellectuelles. Je voudrais attirer ton attention sur le fait que trop souvent, on commet l'erreur de penser que les règles de l'école sont les règles de la vie et qu'il est juste de se battre entre guillemets pour la bonne cause, pour faire valoir ses droits, pour vérifier si les règles qui sont imposées sont justes, cohérentes par rapport à ce que toi tu ressens, par rapport à tes valeurs. Dis-toi bien que l'école fonctionne depuis des dizaines d'années sur les mêmes réglementations. Au niveau politique, ces réglementations ne changent pas, autant dire que de ta position d'élève ou d'étudiant, c'est pratiquement impossible de faire changer d'une manière un peu importante les choses. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ces règles, il faut les accepter. Elles sont comme un jeu. Une fois que tu auras compris qu'il faut se servir de ces règles, que ces règles sont un outil, qu'il ne faut pas y voir le jeu ou la mise en valeur de ta personnalité, une fois que tu auras compris ça, tu pourras te servir des règles et te servir du système scolaire pour arriver à la finalité qui est d'obtenir un diplôme. Pour conclure ce point, j'aimerais évoquer la situation du handicap. Si tu es porteur d'un handicap physique, mental ou d'une affection psychiatrique, comme une psychose par exemple, tu peux ressentir réellement une difficulté à t'intégrer à un milieu qui n'est pas conçu forcément pour t'accueillir. Je m'explique. L'école, comme bien d'autres endroits de la société, a été construite pour la majorité. Ce qui est normal, on ne cherche pas forcément à mettre de côté les personnes qui présentent des différences, mais l'on a d'abord construit les choses, élaboré les choses pour la majorité. Maintenant, tout ça est en train de changer et il y a des aménagements, des améliorations qui sont apportées. Mais il faut bien le dire, on n'est pas encore à la perfection. Si tu es porteur d'un handicap, tu dois ressentir ces difficultés. On pourrait les voir d'un point de vue pessimiste en se disant bon, c'est encore plus difficile pour moi si je suis porteur d'un handicap. Mais on va prendre le côté optimiste, le côté plein d'espoir, qui met l'accent sur le fait que quand je suis porteur d'un handicap, j'ai aussi
des richesses qui vont avec. Et ces richesses, j'en vois pour l'instant deux. La première, c'est le courage d'affronter des situations difficiles au quotidien. Et la deuxième, c'est la créativité pour contourner du matin au soir tous les obstacles qui se dressent devant nous. Ce sont deux qualités essentielles aux apprentissages que l'on doit essayer de mettre en valeur. Le dernier obstacle dont nous allons parler maintenant, c'est celui du sentiment qu'on pourrait avoir de ne pas comprendre certains points de matière. Il y a évidemment beaucoup de choses à explorer avant de se dire qu'on est un idiot parfait. Tu pourras le constater, on reviendra dessus plus tard dans d'autres vidéos. Si tu es dans l'enseignement secondaire, si tu es dans l'enseignement supérieur, c'est que tu présentes toutes les aptitudes à faire ce que tu as à faire dans ton environnement scolaire. C'est donc très logiquement la dernière chose que l'on doit questionner. Si tu ne comprends pas un certain point de matière, il faut d'abord chercher plein d'autres pistes et en dernier lieu, on examinera celle-là, mais elle est de loin, de très loin, la moins plausible. Examinons les différentes pistes qui pourraient conduire au fait que tu ne comprennes pas certaines choses. Il y a évidemment tout ce que j'ai dit auparavant. Par exemple, le manque de travail. On peut se trouver dans des situations qui ne nous permettent pas d'œuvrer suffisamment à la préparation de nos interros, de nos examens, etc. ou qui même ne nous rendent pas capables d'être attentifs lorsque l'on est au cours. Il y a aussi, il faut le reconnaître, parfois de la fainéantise. Ça existe, la fainéantise, et il existe également des moyens de la dépasser. On peut travailler de manière efficace tout en restant fainéant. Oui, je t'assure, les deux ne sont pas incompatibles. Un deuxième élément qui permettrait d'expliquer un manque de compréhension, c'est, et j'en ai déjà parlé, le caractère un petit peu séquentiel de la pédagogie actuelle. Que ton cours soit créatif ou qu'il soit strict, on retrouve toujours le même genre de pédagogie qui consiste en 4 étapes. La première étant le fait de se questionner, la deuxième étant la recherche d'informations, la troisième un moment de synthèse et la quatrième un temps d'évaluation. Si ton esprit n'est pas disposé à cette logique séquentielle, que tu préfères penser à tout en même temps, effectuer des retours en arrière, il est fort probable que ce genre de logique ne te permette pas d'acquérir les concepts comme tu le souhaiterais. Il est aussi possible que tu sois atteint de ce qu'on appelle des troubles de l'apprentissage. On sait que 3 à 4% de la population est atteinte de ces troubles que l'on appelle dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, troubles de l'attention, hyperactivité et même haut potentiel. 3 à 4%, ça signifie qu'il est tout à fait possible que toi qui me regardes maintenant, tu sois dans ce cas. Ce que je tiens à dire, c'est que ces affections ne touchent absolument pas l'intelligence générale, donc il faut déjà ne pas s'en faire de ce côté-là. Et il existe des moyens proposés par les enseignants ou des moyens que nous cherchons nous-mêmes pour contourner les difficultés. Je t'invite à ne pas attendre que les autres fassent ce geste à ta place, même s'ils vont le faire probablement. Je parle des enseignants, des éducateurs. Prends toi-même l'initiative de trouver des solutions pour contourner les difficultés. Quand je dis toi-même, c'est évidemment avec l'aide de proches ou avec mon aide. Il y a encore une autre chose, un autre obstacle à la compréhension, c'est la pression que l'on subit lorsque on est à l'école. On ne se rend pas compte à quel point on joue son avenir sur chaque interrogation, sur chaque examen. Alors lorsqu'on est en réussite, cette pression ne se sent pas tellement. Par contre, quand les échecs commencent à s'accumuler, la pression devient très intense. Elle peut être tellement intense qu'elle parvient à nous faire perdre nos moyens. Pire encore, ça t'est peut-être déjà arrivé ou tu as connu ça chez d'autres camarades, on peut développer des comportements qui sont même antiscolaires, des comportements
qui sont contre l'autorité, des comportements qui ne sont pas compatibles avec la vie en groupe, etc. La dernière difficulté, le dernier obstacle à la compréhension dont je voudrais te parler maintenant, ce sont des dispositions d'esprit propres à chaque cours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les différentes disciplines que tu dois suivre dans tes études demandent que l'on se mette dans des dispositions intellectuelles particulières. Pour bien me faire comprendre, je vais prendre l'exemple des mathématiques. Si l'on veut étudier, comprendre et appliquer les propriétés de certains objets mathématiques, comme des droites ou des triangles ou des angles, on doit souvent être capable de se créer une image mentale de ces objets, de ces droites, de ces triangles, de ces angles. On doit être capable de faire bouger ces images pour répondre aux différentes questions qui nous sont posées. Alors, je donne ça pour les maths, mais il y a d'autres dispositions différentes pour la grammaire, pour l'histoire et pour d'autres cours encore. J'espère que à travers ça, tu auras bien compris que s'il y a des problèmes de rétention de l'information, s'il y a des problèmes pour bien acquérir les concepts, l'idée que tu as une déficience intellectuelle est à oublier immédiatement. Tu as pu constater qu'on peut explorer bien d'autres pistes d'explication. Voilà, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que tu y auras trouvé des choses intéressantes pour toi. Ce que moi je voudrais dire pour conclure, c'est que tu possèdes en toi toutes les clés du succès, comme nous l'avons vu, et se dressent simplement entre toi et la réussite 4 obstacles. Alors j'espère que tu ne ressens pas les 4 obstacles. Alors je vais les rappeler. Le premier, ça peut être des conditions de vie difficiles. Le deuxième, ça peut être un manque de confiance en toi. Le troisième, c'est une incompatibilité entre ton mode de raisonnement et le système scolaire. Et le quatrième, c'est le sentiment de ne pas toujours tout comprendre. Maintenant que tu connais ces obstacles, tu pourras, dans ta propre situation, les identifier et chercher avec moi des solutions. Tu verras que je propose d'autres vidéos, des formations plus approfondies sur différents thèmes qui pourront t'apporter des réponses. Je t'invite donc à rester attentif à ce que je vais publier. Je te remercie de m'avoir écouté et je te souhaite une excellente continuation.